Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Steven Le Yarrick. Dès que j'ai lu l'histoire de Steven, pour tout vous dire, j'ai su que je voulais absolument l'avoir sur le gratin, parce que au-delà de l'énergie immense qu'il anime et de sa passion pour l'aventure et la liberté, Steven a vraiment quelque chose de spécial. Steven naît avec une vocation. Dès l'âge de 5 ans, il sait qu'il veut être cycliste professionnel. Son enfance n'est pas facile pourtant, pas heureuse même selon ses mots, mais le vélo est son échappatoire, son truc à lui. Alors à force de travail et d'entraînement, il finit par toucher du doigt son rêve et devient coureur élite. Pourtant, alors en plein championnat de France, il décide de tout claquer du monde du sport de haut niveau, de son ancienne vie. C'est le début d'un renouveau, qui passera par des périodes très dures, de doutes, de dépression, et même de rencontres avec la mort. Steven quitte la France pour le Népal, en quête d'un nouveau sens. Ce qui n'était pourtant au début qu'un moyen de s'échapper, devient un voyage initiatique. Il rencontre Mathieu Ricard, trouve le bonheur dans la spiritualité et décide un beau jour de dédier sa vie à l'aventure et à la liberté. Le jour où il a finalement décidé d'être heureux. Alors peut-être que certains d'entre vous ici ne connaissent rien au monde du cyclisme, peut-être aussi que vous n'aimez pas le vélo tout simplement. Soyez rassurés, je suis comme vous, je n'en ai pas grand-chose à faire et le vélo au fond n'est qu'un prétexte pour faire une belle rencontre et également être un instrument du dépassement de soi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Steven Le Yarrick. Steven, je suis hyper contente de t'avoir sur le podcast. Bonjour. Bonjour. Je commence d'emblée, tu vois, par te dire que je suis hyper contente de t'avoir. Je te l'ai dit à plusieurs reprises et c'est vraiment vrai parce que j'ai beaucoup creusé ton parcours et je trouve que tu as une vie et une façon d'en parler aussi qui est assez incroyable. Donc déjà, merci d'avoir accepté de venir. J'ai, tu vois, devant moi 2 pages de questions. Je sais que ça, ça te fait peur, mais du coup, j'ai plein de questions pour toi. Ce que je voulais te dire quand même en découvrant ton histoire, c'est que j'ai adoré ton énergie, à quel point tu assumes qui t'es, tes forces, tes failles aussi, et je veux parler de tout ça avec toi. Mais pour commencer par le commencement, je voulais commencer par ton enfance, si ça te va, ta jeunesse, notamment parce que j'ai lu quelque part, alors je sais pas si c'est vrai, il y a beaucoup de trucs qui traînent sur le web qui sont pas forcément vrais. Tu dis que t'as pas eu une enfance particulièrement heureuse, épanouie. Est-ce que tu peux m'en parler, m'expliquer d'où tu viens et pourquoi ça ? Ouais, en fait, mon enfance, pour parler de bonheur, je m'attendais pas du tout à cette question, en fait. J'aime bien prendre les gens au dépourvu. Je m'attendais à un truc, alors ta dernière expédition. On va en parler aussi, t'inquiète pas. Non, mais c'est bien, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Bon, bah tant mieux. Mais ouais, en fait, j'ai été élevé dans les quartiers populaires du 93 à La Courneuve. Et en fait, j'étais pas forcément heureux. J'étais pas forcément heureux parce que j'étais pas, en fait, je savais pas vraiment qui j'étais. Je me cherchais comme tous les enfants, sauf que j'étais gentil en fait. J'étais vraiment gentil en fait. C'est un gentil. Ouais, j'étais un vrai gentil et des fois je voulais être méchant mais ça marchait pas quoi. Alors j'ai appris petit à petit à être méchant ou être plus dur ou être plus fort parce que c'est la vie qui t'oblige à faire ça. Mais ouais, c'était difficile. Des parents qui sont engagés politiquement avec ouais un père qui est fort quand même. Gros charisme, tu vois, tous les enfants ils marquaient le travail de leurs parents. Moi je marquais politicien pour mon père quoi, et pour un enfant ça veut rien dire politicien, mais je répétais ce que j'entendais chez moi. Et du coup tu vois, quand t'as un père qui est si fort, qui est si présent même quand il est pas là, c'est dur de se forger, de se former. Sûr. Du coup, ouais, j'étais pas super heureux. Je me faisais à moitié tabasser, à moitié raqueter quand j'étais. C'est parce que quand on doit comme ça, quand même assez baraqué, on a du mal à imaginer. Mais ouais, j'ai toujours ce truc de me dire quand je vois certains youtubeurs hyper baraqués et tout, je me dis. Ils en ont chié quand ils étaient petits. petits. Je pense que lui, il devait être tout frêle et tout. Moi, j'étais pas tout frêle, mais en fait, quand t'es élevé à La Courneuve, tu vois, j'ai eu des trucs, ouais, là, en ce moment, on parle de racisme à l'envers, de trucs. J'ai eu des trucs comme ça, mais c'est pas ça, c'est que tout le monde s'insultait en fait, et c'était absolument normal. Et moi, je comprenais pas. Je disais, mais c'est injuste. Donc voilà, j'étais un peu comme ça. Et puis après, il y a eu le vélo qui est arrivé. Assez vite. Assez vite, ouais, j'ai vu. Ouais, quand j'avais 5 ans, ouais. 5 ans. Mais alors, à quel moment est-ce qu'à l'âge de 5 ans, tu tombes amoureux du vélo ? Enfin, j'aimerais que tu te rappelles d'un moment où ça s'est passé ? Ouais, et j'avais un pote qui s'appelait Frédéric qui m'a un jour me dit viens au vélo. C'était pas viens t'inscrire au club ou tu vois, c'est viens faire du vélo quoi. Donc cool, je prends un casque, des chaussures et je viens faire du vélo. Je fais
un entraînement, 2 entraînements, et je trouvais ça cool. On partait en camion dans la forêt, tu vois, c'était un peu Robinson Crusoe, quoi. Quand t'as 5-6 ans, tu te dis putain, je suis un aventurier. C'est trop bien. Et voilà, c'est comme ça que j'ai aimé le vélo, c'est cette espèce d'échappatoire à ces quartiers qui était mon lieu de vie, mais qui était, ouais, je sais pas, une espèce de carapace ou une espèce de bulle dans laquelle t'es, et puis je sais pas, je trouvais ça cool d'en sortir très vite avec un vélo en plus, du coup, ouais, et puis après j'ai gagné très vite des petites courses. Donc tu as commencé quand même assez rapidement à vraiment t'entraîner, faire des courses. Ouais, quand t'as 5 ans, c'est le potentiel génétique, hein. C'est ce que tes parents ils t'ont donné à manger, et puis la taille que tu fais. Moi, j'étais pas très grand, mais j'étais un peu castagneur. En fait, c'était ma manière de m'exprimer. Ça arrivait très vite comme une manière de m'exprimer. Là, je pouvais tout donner, quoi. Je pouvais être méchant, je pouvais être dur. Et ah, c'est trop bien, machin. Et quand je gagnais, tu vois, c'était une explosion de joie. Bon, très intériorisée parce que j'ai été éduqué comme ça. Mais ouais, je pense que c'est le vélo qui m'a sorti de tout ça. Et donc, est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis, enfin, je pense que oui, puisque c'est ce que tu as fait, tu te dis, bon, il y a les études, il y a une vie professionnelle, on va dire, banale, normale, et puis il y a une carrière potentielle dans le vélo. À quel moment est-ce que tu prends la décision et tu te dis, en fait, moi, je veux vraiment donner ces chances à une carrière dans le vélo, ce qui est quand même pas évident, parce que c'est tellement compétitif, c'est tellement dur comme métier. Ouais, mais je pense pas comme ça, en fait. En fait, les gens me posent ces questions aujourd'hui sur l'aventure, sur ce que c'est être aventurier professionnel ou explorateur. Enfin, on l'appelle comme on veut. Je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question. Je me disais que je savais faire que ça, en fait. Je me disais, mais de toute façon, tu sais faire que ça. Je sais pas, très bon à l'école, tu vois. Je faisais partie du ventre mou d'une classe. Les mecs qui font des petites conneries, mais pas trop, qui ont des bonnes notes, mais pas tout le temps, parce que faut pas non plus être dans les premiers, tu vois. Le mec qui veut pas trop se faire remarquer, quoi. Mais quand j'avais envie de réussir, je réussissais un truc. Mais mes parents, ça les saoulait, quoi, parce que les professeurs ou les instits leur disaient, mais pourquoi ils travaillent pas, quoi. Et en fait, j'avais pas envie. Et dès peut-être pas 5 ans, mais dès 7-8 ans, tout le monde marquait soit aviateur, soit pompier, soit policier, soit ingénieur, soit médecin, infirmier, vétérinaire. Et Steven Le Yarrick qui marquait cycliste professionnel. Juste cycliste professionnel. C'est un truc... ouais, comme tu dis, je ne saurais même pas te donner un chiffre. Bon, c'est pas les chiffres du football, mais t'en as un sur quoi? Sur ça, quoi. Peut-être 100 000 qui réussit, qui fait une carrière pro... mais je sais pas, je me disais que j'avais que ça, quoi. Je me disais que c'était cool et en fait, je me disais surtout, ça me rend heureux, quoi. Tu vois, j'avais une perception du bonheur qui était ça, quoi. Tu vois, j'arrive à m'échapper, ouais, je sais pas, c'était mon bonheur à moi et j'avais envie d'en faire mon métier. Et ça toujours, donc t'en as fait ton métier, t'as fait plein de courses, on peut en parler, mais ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu lâches justement le cyclisme pro, on va dire standard, quoi. Donc en fait, à un moment donné, ce fameux bonheur dont tu parles, tu le vis plus. Enfin, qu'est-ce qui te pousse à prendre cette décision alors que ta carrière était quand même, enfin, c'était peut-être pas explosif, mais ça marchait quand même plutôt bien. Enfin, franchement, j'ai l'impression. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, en plus, si je comprends bien, en plein championnat de France, quoi, j'arrête le cyclisme professionnel. Ouais, j'étais... En fait, dans le vélo, tu vois, tu as plusieurs catégories. Tu as les cyclistes pro du Tour de France, c'est les catégories Pro Tour. Ensuite, il y a les catégories continentales, qui sont les cyclistes pro, mais qui gagnent pas beaucoup d'argent. En gros, c'est la Ligue 2 du vélo. Et moi, j'étais juste en dessous. Donc, je faisais tout le calendrier continental des courses pro. Mais sur ma licence, il y avait marqué cycliste élite, mais amateur. Donc, j'étais amateur. Ouais. Donc, je gagnais de l'argent. C'est comme quand tu montes une start-up en France, t'es auto-entrepreneur. Enfin, j'étais l'auto-entrepreneur du cyclisme. Mais j'étais dans une équipe élite. On faisait que des courses professionnelles à la fin de ma carrière. Mais en fait, les 3 dernières années, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça.
parce que ce petit enfant qui était gentil à l'école, mais en fait j'étais toujours le même. En fait c'est pas la compétition que j'aimais. J'aime bien bagarrer, j'aime bien faire la course. Tu vois, si on descend, on monte les escaliers, je vais avoir envie de te battre, mais c'est comme ça. Tu vas y arriver. Non, pas sûr. Tu vois, j'ai ce petit truc de jouer à faire la course, de jouer à la compétition, mais dès que ça devenait un enjeu, dès que ça devenait un métier, un truc respectable de gagner des courses. Pour la petite histoire, la seule course professionnelle que je gagne autour du Loir-et-Cher, je gagne une étape. Je me rends compte 10 mètres après l'arrivée que tout le monde est heureux, peut-être sauf moi. Parce que je me dis, c'est ça de gagner une course pro, et en fait, que je gagne une course pro, une course de village ou une course à pied dans la rue avec toi ou avec pareil, le jardinier du coin, c'est pareil pour moi. Et encore, il y a plus de cool parce que c'est sympa, et derrière, on peut aller boire un café et se dire, c'était sympa, quoi. Là, tu sais que le lendemain t'enchaînes, et le soir, j'ai le manager qui m'appelle, qui me dit, demain, il faut remettre le couvert. Là, t'es en forme, faut enchaîner, quoi. Il me dit, je crois que c'était mot pour mot, faut enfiler les perles maintenant. Et dans ma tête, je dis rien, je dis, ouais, t'as raison, c'est vrai que je pose le téléphone et je dis, j'en ai marre. Dans ma tête, j'en avais marre, en fait. Même quand je gagnais... si t'as même pas vraiment de plaisir, ou qu'en tout cas t'es pas drivé par le côté compétitif, ça tu peux pas tenir, quoi, c'est impossible. Mais j'aime ce petit truc de la compétition. Si tu mets sur n'importe quelle course à pied, à 20 km, même marathon de Paris, je vais essayer de faire un score, mais ce que j'aime, c'est me battre moi-même, tu vois, me dépasser, aller au bout de ce que je suis, progresser. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, dans des univers un peu hostiles, mais et puis c'est la découverte, quoi, la découverte des autres. Là, c'est un monde, je vais pas dire d'analphabète muet, mais sur le vélo, c'est un peu la bagarre, quoi. Tu sais, c'est des onomatopées que tu te dis, quoi, ou des insultes. Tu peux pas parler, bien sûr. Ah non, parce que la moitié des gars, soit ils parlent pas ta langue, soit ils ont pas envie de te parler, et c'est la guerre, quoi. Je dis tout le temps, le vélo, c'est la guerre sans les armes, quoi. On joue pas au vélo, tu vois. Tu joues au tennis, tu joues au golf, tu joues à plein de choses, mais tu joues pas au vélo, quoi. Et ouais, des fois, c'était dur. Et quand j'arrête au championnat de France, c'était, je pense, tu sais, il y a des moments dans ta vie où tu sais que c'est là, quoi. Tu sais que c'est ce moment-là, tu sais que si tu réussis ce truc, si tu réussis cet examen, tu sens qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Et il y avait 3 managers d'équipes professionnelles, dont une équipe G2R La Mondiale, où il y a Romain Bardet maintenant dans ses rangs, et 2 autres managers d'équipe qui sont dans la voiture de mon directeur sportif. Donc il y a des voitures derrière les coureurs. Et ils arrivent à ma hauteur, et mon manager, il me dit, qu'est-ce que tu branles, quoi? Mais comme ça, un mot pour mot, et je lui dis, mec, je suis mort. Il me dit, ça fait 3 tours qu'on est parti. Il y avait 15 tours. Je dis, ouais, mais là, ça va pas, quoi. Je pense que ça va aller mieux. Il me dit, ouais, vaut mieux pour toi que ça aille, quoi. Et 500 mètres après, je suis rentré dans un parking, je me suis posé, et j'ai pleuré toutes les larmes de ma vie, et je savais que c'était fini, quoi. Je savais que c'était fini. Et puis après, pour la petite histoire, il me ramène pas, je vais pas raconter cette histoire à chaque fois, mais mon manager, pour raconter un peu le système du vélo, la difficulté de ces hommes, parce que il a été forgé au vélo, c'était Eddy Senior, c'est un des seuls Français à avoir gagné sur les Champs-Élysées, sur le Tour de France, tu vois, c'est un monstre physique, le gars. Et il me dit, tu rentres comme tu veux, moi je te ramène pas. Donc il me ramène à aucun train et tout, en gros il me dit, démerde-toi. Et là je vois ma vie défiler, quoi, et je dis, mais en fait... on s'en fout, quoi. Je me dis à moi-même, entre le compétiteur et l'autre, on se dit, mais en fait, on s'en fout, les gars, quoi. Et voilà. Et j'ai arrêté le vélo là, et il m'a envoyé plein de mails, plein de messages pour s'excuser, c'est pas ce que je pensais, etc. Mais je dis, mais c'est pas du tout toi. Tu m'as rendu service, mec. Donc voilà, ouais, c'est... Et cette période où tu laisses tomber, alors que ça faisait quand même depuis que tu avais 5 ans que tu bossais pour ça, tu n'avais pas encore trouvé ta vocation dont on va parler maintenant, de plus d'aventurier, d'explorateur. Comment tu le vis, quoi? C'est quoi émotionnellement? Tu me dis là que tu étais, je t'imagine, mais tellement sur le tarmac en train de pleurer. Enfin, honnêtement, je me projette à ta place, même si je ne l'ai pas vécu. Qu'est-ce que tu vis après? Enfin, ça devait être terrible. Ouais, sur le coup, t'es libéré. Sur le coup, j'en parle souvent parce que je suis intervenu là, il y a pas si longtemps aux Étoiles du Sport. Donc, c'est des anciens athlètes. Moi, je me considère pas du tout comme un champion, mais il y avait des Yannick Agnel, Pietrus,
des monstres, quoi. Laurent Blanc, Bogossian, etc., qui intervenaient. On a discuté ensemble et tout. Et ouais, moi, j'ai fait une dépression énorme, quoi. Une dépression énorme, mais sans du tout m'en rendre compte, parce que 15 jours après ce truc, je m'inscris dans toutes les écoles de com et de commerce de France pour faire les concours, en me disant, mais en fait, tous les avenirs sont possibles pour toi, quoi. T'avais quel âge à l'époque? J'avais... je sais même plus quel âge j'ai. Non, j'avais 24 ans. 24, ouais. Donc ouais, ça, j'avais 24 ans, ça fait presque 10 piges. Hein. Et ouais, en fait, à ce moment-là, tu te dis, t'es hyper libre, et puis tu t'inscris. Je me suis inscrit partout. J'ai eu pas mal de bonnes réponses, et surtout, je me dis, je vais apprendre des trucs, quoi. Je vais apprendre des trucs, je vais devenir moi, quoi, dans un truc que mais je alors, pas. ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que tu fais une dépression? Enfin, ça s'explique pas forcément, mais tu vois, si tu ça s'explique. T'as quand même une nouvelle vie qui s'ouvre à toi, et j'ai l'impression des perspectives et l'envie d'apprendre, et en plus, t'as réussi à le faire hyper bien. Qu'est-ce qui fait que t'étais quand même mal, quoi, à cette époque? En fait, je pense qu'il y a que les athlètes qui peuvent ressentir ça. Peut-être un entrepreneur, peut-être un parent qui laisse partir ses enfants, peut-être un entrepreneur qui vend sa start-up et en fait c'était tellement dur la vente, enfin j'ai jamais fait, mais j'ai vu certains mecs autour de moi tellement durs dans des galères et tout, qui lâchent le morceau et je suis libéré. Et moi, en fait, c'est un aspect physiologique. Hormonalement, le sport de haut niveau, c'est hyper prenant, mais à un point qu'on n'imagine même pas. On est des fous, en fait. Mais vraiment, on est des fous. C'est-à-dire que les mecs, n'importe quel athlète de haut niveau, les mecs sont des grands malades. C'est pour ça que quand ils font la fête, c'est des grands malades. Enfin, il y a très peu de mecs, à part si tu fais du tir à l'arc, ou des mecs hyper équilibrés. Non, mais c'est vrai, des mecs hyper équilibrés. Avec tout le respect qu'on a pour le tir à l'arc. Non, mais en fait, j'ai remarqué ça aux Jeux Olympiques de Rio, c'est-à-dire les mecs deviennent leur sport. Les sports explosifs, les mecs, c'est des dingos. les boxeurs, ils sont dans le contrôle total, mais quand ils explosent, ils explosent. Un cycliste, c'est pareil. En fait, c'est des sports du silence, comme les nageurs. Les nageurs sont dans un silence absolu. Quand ils lâchent les chevaux, ils explosent en soirée ou dès qu'ils boivent de l'alcool ou machin. Et ouais, je pense que j'ai eu 2-3 ans où j'ai dû combler tous ces manques hormonaux, adrénaline, noradrénaline, toutes les hormones du bonheur et tout, mais tu bois de l'alcool, tu fais des conneries, et puis tu fais tous les trucs que t'as pas pu faire pendant 10 ans, quoi. Non, mais c'est normal. Attends, si tu bossais depuis que t'avais 5 ans là-dessus, il y a un moment donné, il faut lâcher les chevaux, quoi. Bon, à 5 ans, t'es pas trop alcoolique non, et tout. J'espère. Non, mais ouais, tu vois ce qu'ont vécu les gens à 16 ans. Bah, je l'ai vécu à 24, quoi. J'ai dit, putain, je peux tout faire, quoi. Je peux tout faire, les gars. C'est comme si on t'ouvre les portes je sais pas, d'un pénitencier ou d'autre chose, mais waouh, tu vois, tu dis, je peux tout faire, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est une libération énorme, et puis t'es un excessif absolu, quoi. Enfin, moi, en tout cas, dans mon caractère et dans mon cas, si, je connais des mecs qui sont dans le contrôle et tout, mais très peu de cyclistes qui, quand ils font la fête, ils font vraiment la fête, etc. quoi. Du coup, donc, tu fais une école de com, et bon, on peut en parler un peu, mais je voulais surtout te parler en fait de ton premier départ à Katmandou suite à ça. Donc, je sais que tu as travaillé à ce moment-là, justement, que tu as fait de la com dans le milieu du vélo, etc. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu lâches un peu tout, d'après ce que je comprends, et tu décides de partir faire ce voyage humanitaire à Katmandou qui va ensuite te mener à ta carrière aujourd'hui, si je comprends bien? Ouais, c'est ça. C'est ce que je viens de raconter. C'est une espèce presque de descente aux enfers. Comment ? Un peu un burn-out aussi. Ouais, un total burn-out. 2 burn-out l'année des Jeux Olympiques de Rio, parce que je suis consultant pour des marques, des personnalités, une fédération. J'ai eu une fédération, la Fédération française de cyclisme, dans un premier temps pour les Jeux de Londres, et ensuite la Fédération française de triathlon pour les Jeux de Rio. Où tu faisais de la com pour eux, c'est ça ? Où j'étais responsable de la communication équipe de France et digital. Et donc, j'ai géré les médias, etc. à Rio. Et en fait, en voyant tous ces athlètes qui étaient mon rêve absolu finalement, hein, à ce moment-là, j'étais encore dans le truc. Waouh, c'est quoi un basketteur américain, tu vois, c'est quoi un mec qui saute à 6 mètres en saut à la perche, tu vois, c'est quoi un nageur qui... C'est que des trucs qui te font rêver, mais qui font rêver presque tout le monde, parce que c'est les meilleurs, quoi. Bien sûr.
En fait, ça me faisait plus rêver. Ça me faisait plus rêver parce que je les voyais presque aussi malheureux que moi. Parce qu'il n'y avait que le résultat qui comptait. Un mec qui était 4e des Jeux, il était malheureux. Même s'il avait le tatouage des anneaux olympiques sur son poignet, il avait loupé ses Jeux, quoi. Il avait loupé l'examen. Du coup, voilà. En plus, les athlètes se ratent un petit peu, nos athlètes français. Et après mon burn-out, je rentre chez moi, je prends 15 ou 20 jours. Et je demande combien j'ai de vacances à la DRH et elle me dit je crois que t'as 45 jours, ça va être difficile de les prendre, Steven, parce que je crois qu'on rattrapait 2 jours, enfin des trucs à la con comme ça, alors que j'étais tout le temps en déplacement. Ouais. Mais c'était comme ça, c'était une asso. 45 jours. Est-ce que je peux tous les prendre d'un coup? Et elle me regarde et je vois ses yeux qui tournent et tout. Steven, enfin ça fait 1 mois et demi, un peu plus. Je dis ouais, mais je veux tous les prendre. Parce que je pense que je vais partir. Et elle me regarde, enfin, je pense qu'elle avait jamais vu ça, quelqu'un qui arrive et qui dit, bah, je me casse presque comme un voleur. Et ça a duré peut-être 3 semaines, 1 mois comme ça. Et je pars de la Fédé après 20 jours à Biarritz à écrire toute ma vie, à lire des livres. Tu m'as demandé de réviser, du coup j'ai révisé les livres que j'avais lus à ce moment-là, mais ouais, j'avais lu une dizaine de livres, notamment des biographies de mecs un peu durs qui avaient eu des enfances difficiles, beaucoup plus difficiles que moi. Tu penses à quoi, par exemple? Mike Tyson. Ah oui. Ouais. Et c'était hyper violent. Et en fait, je me dis, putain, c'est moi. Je voyais des trucs, je dis, putain, c'est moi. Parce qu'en fait, lui, c'est devenu un monstre physique, c'est devenu un monstre de caractère, juste parce qu'il fallait qu'il se défende, quoi. Ouais. Et c'est ça qui m'est arrivé. C'est ça qui m'est arrivé très tôt. Et je m'en suis rendu compte qu'après, quoi. Et qu'à ce moment-là, d'ailleurs. Et du coup, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et je lis un livre, enfin, je vais pas donner ma réponse à tes questions. Tu peux. Tu m'as demandé de réviser, mais j'ai des livres sur la méditation, le développement personnel. Et je lis un livre, Vivre sans pourquoi, d'Alexandre Jolien. Et tout est dans le titre, en fait. Tu vois, je me dis, mais pourquoi je me prends la tête? Pourquoi je veux être un carriériste comme ça? Pourquoi je veux tout ça? Alors que je suis malheureux, en fait, j'y arrive pas. Juste, c'est même pas que j'y arrive pas, j'ai jamais réussi. Que j'ai 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, même au jeu à Rio, c'était de la performance. Je suis pas bien, quoi. Et du coup, je décide de partir. Donc voilà, il y a un ami qui est très proche, Erwan Mantéour, qui me dit, tu veux aller au Népal? Je lui dis non, je veux aller en Bolivie. Il me dit, bah, vas-y, c'est super, c'est la mousson et tout. Et je vais au Népal. Je vais au Népal faire de l'humanitaire dans une fondation que je connaissais pas. Et voilà, c'est pas pareil de donner sa vie pour les autres. Mais je pensais qu'à ça, en fait. Je ne voulais plus donner des trucs pour moi à ce moment-là. Je voulais m'apaiser, me comprendre, apprendre et arriver dans un monde qui me jugeait pas et qui me voyait comme, je sais pas, comme une personne comme eux, quoi. Pas monsieur pas monsieur truc. Au Népal, on te demande pas ce que tu fais dans la vie. Pas de performance, juste aider les autres, quoi. Arrêter de penser à soi aussi. La performance, dans ces pays-là aussi pauvres, ça n'existe pas. C'est-à-dire ils travaillent entre 15 et 20 heures par jour déjà pour se nourrir. Ouais, c'est comme ma famille, quand j'étais plus jeune, en Bretagne, agriculteur. Tu leur dis pas, mais t'as été courir après la traite? Bah non, j'ai travaillé 20 heures, mec. je dors maintenant. J'ai pas trop besoin, en fait. Ouais. Et du coup, non, pas de sport du tout. Juste, j'ai fini ces 120 jours au Népal par 20 jours, un peu plus de 20 jours, même presque 1 mois dans la région de l'Everest, en fait, autour du camp de base de l'Everest, dans la région du Khumbu, sur le glacier, tout ça, et j'ai pris des risques, en fait. J'ai été faire le con un peu sur des trucs qui n'étaient pas trop mon domaine. J'ai failli y rester 2-3 fois. Ah bon? Gentiment. Oui. Parce que tu pars comme ça, seul dans la montagne. Ouais, parce que j'avais besoin de ça, en fait. J'avais besoin de... Et c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai découvert aussi ce que j'aimais. En fait, j'ai toujours eu besoin de toucher la zone pas de la mort, mais presque, quoi. Quand j'approche de ma finitude, mais ça, c'est tous les humains, je pense. Tous les animaux aussi. Mais les humains, c'est ce que je connais le mieux, à vrai dire. Et dès que tu approches de ta fin, tu te rends compte du bonheur que tu as d'être vivant, quoi. Et voilà. Et c'est ça qui a changé vraiment ma vie, quoi. Ce voyage, c'est
Ouais, ces 30 jours là, putain, j'étais. Je dis, Steven, waouh, c'est trop bien quoi. Je dis, si t'arrives à faire les deux, donner aux gens, transmettre quelque chose, parce que j'essayais d'écrire. Mais ce qui m'arrivait en fait, c'était une révolution pour moi. On appelle ça vulgairement un voyage initiatique, mais c'était purement un voyage initiatique. Complètement, quoi. j'ai l'impression. Ah, j'apprenais une nouvelle façon de vivre. Et ouais, je pense que c'est ce voyage qui a changé ma vie. Ouais. Et j'ai vu aussi, je peux me tromper, hein, mais que tu avais été dans un monastère à ce moment-là. Ça aussi, tu peux m'en parler. J'imagine, ça fait partie de cette expérience qui t'a complètement transformé, non ? Ouais, en fait, j'ai commencé à méditer quand j'étais en semi-dépression, avant les Jeux de Rio d'ailleurs. Et après, j'ai encore plus médité. J'ai commencé à aller dans des groupes, pareil, mais c'était entre la secte et le... Ouais, c'est ça, c'est pas toujours... Ouais, tu sais pas trop, tu devrais te tourner vers... tu sais, je dis, mais où c'est que je suis arrivé mais en même temps, j'apprenais des trucs... C'était quel type de méditation ? Méditation silencieuse, classique, en groupe. Mais non, c'était vraiment des trucs de débutants, mais tu rencontres des gens qui ont vécu plein de choses, quoi. Parce que ce monde-là, il y a le yoga, il y a plein de choses, mais c'était surtout de la méditation fixe, assis, parce que le yoga, c'est un type de méditation qui est mobile, mais bon, j'ai à peu près la souplesse d'un veau. Le vélo, ouais, ça doit pas t'aider. Non, ça aide pas du tout. Ouais. Et du coup, je prenais pas forcément de plaisir. Et puis c'était un peu du sport, du coup j'avais envie de juste vider tous les réservoirs et fixement. Et quand j'arrive à Katmandou, je rencontre une fille je crois qu'au bout de 5-6 jours, hein, à Katmandou, parce que j'étais tout le temps en perdition dans les rues, comme ça, à regarder de partout, tout le monde, j'étais hyper content et tout, je dis putain c'est trop bien quoi. Découverte du monde. Ah ouais, je dis putain, je peux rien faire quoi. Je peux rien faire. Ouais. C'était cool, c'est fou de se dire ça. Genre en fait j'en ai rien à faire de ne rien faire. Personne ne va me juger, tu te poses, t'attends, tu regardes les gens. Ouais, c'est la liberté absolue, quoi. Bah ouais. Je dis putain, c'est trop bien la vie, quoi. Tu sais, je découvrais un truc nouveau parce que finalement, je m'étais jamais vraiment arrêté, quoi. J'ai pas fait vraiment d'études avec un truc où je me dis on arrête, on fait un voyage de 2 ans pour faire une coupure ou même 6 mois. Genre, j'ai tout enchaîné et puis là, c'était ma coupure, quoi. Et je rencontre cette fille, une Croate, prof d'anglais, alors que mon niveau scolaire d'anglais était à peu près celui d'un enfant de 5 ans aujourd'hui en 2019. Et voilà, elle commence à me parler. Je dis, tu vois, déjà, c'est un signe, prof d'anglais. Si je voyais des signes partout. Et j'étais en train d'écrire, en fait. Et elle me dit, mais tu fais quoi dans la vie ? Je dis, je fais plus rien. Si, là, je suis en train d'écrire, donc je suis écrivain. Voilà. Je lui dis, voilà, je suis écrivain, je suis en train d'écrire. Et elle me dit, je peux lire ? Et donc, c'était en français, donc je lui lis. Et elle se met à pleurer, quoi. Et elle me dit, mais c'est l'histoire de qui ? Je lui dis, c'est mon histoire. Et elle me dit, mais c'est pas possible. Et elle me dit, mais il faut que tu fasses Vipassana, une méditation silencieuse de 20 jours, mais ne le fais pas tout de suite, ça va être trop dur pour toi. Mais moi, en fait, il faut juste me dire ça. Pour que tu fonces direct. Pour que je le fasse absolument. Tu me dis n'importe quoi... Et ça marche pour beaucoup de choses. Je suis un peu comme ça aussi, je comprends complètement. Et du coup, je m'inscris en fait. Enfin, je m'inscris, il n'y a pas de processus très difficile. Tu y vas, quoi. Mais j'y vais, je demande et tout, et sans lui dire, parce que sinon elle m'aurait dit, putain. Parce qu'elle venait de le faire, et elle a pleuré tous les jours. C'était une ancienne toxico. Enfin bref, qui a perdu la moitié de sa famille. C'était une histoire très dure. Et elle me dit... ouais, j'ai vu ma vie défiler et du coup, voilà. Donc, je l'ai fait une première fois, je l'ai fait une seconde fois. Donc, j'ai fait en gros 20 jours de méditation silencieuse. Donc, vraiment, pendant ces 20 jours, juste pour les personnes qui ne savent pas du tout, moi, je n'en ai jamais fait non plus, donc ça m'intéresse. Mais ça ressemble à quoi ta journée ? Qu'est-ce que tu fais ? T'as une centaine de règles, mais les plus importantes, c'est... En fait, tu n'as pas le droit de manger en dehors des repas. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de rire, de séduire, de faire du sport, de marcher très vite, d'écouter de la musique, même d'avoir un regard envers les autres, même de compassion. Et après, tu peux quand même parler, interagir avec des gens. Avec personne. Ah bon ? Non, en fait, sauf si ça m'est arrivé au deuxième Vipassana où, comme un idiot, j'étais dans le noir comme ça, je mets ma main dans ma trousse de toilette et je me découpe 2 doigts avec une lame de rasoir.
Et là, c'était l'alerte générale pour eux parce que si les autres voyaient du sang, il y en avait qui pouvaient s'évanouir et tout parce que t'étais un peu sensible, sursensible. Pour la petite histoire, au bout de 5-6 jours, tu commences à voir les plantes, pas qui te parlent, mais tu sais, qui bougent. Enfin, tu sais, tu ressens les odeurs beaucoup plus fortes, la bouffe, tout devient merveilleux en fait. Ouais, tout devient merveilleux. Tu reprends ton portable au bout de 10 jours et demi, 11 jours. Il pèse 3 tonnes, quoi. Tu te rends compte de la luminosité qu'on bouffe tous les jours. C'est l'enfer. J'ai pas pu rallumer mon ordi pendant une dizaine ou une quinzaine de jours juste après. Et donc, oui, je l'ai fait 2 fois. Et en gros, tu te lèves à 4h30 du matin. Tu vas au Meditation Hall. Et moi, je suis vraiment du matin. Pas du tout. Et je souffrais le martyre. À 4h30, ouais. Et alors, je me levais comme un militaire. Le mec était en chambre avec moi, donc t'as pas le droit de lui parler. Donc, on s'est parlé juste 3 minutes avant de rentrer dans la Meditation Room, Meditation Hall. Et à la fin du truc, il me dit t'es fort, t'es quoi? T'es un militaire ou t'es un sportif de haut niveau? J'ai dit ouais, je suis un ancien sportif. Il me dit rugbyman. Je lui dis non, je suis si gros et tout. T'as pas le physique classique du cycliste. Ouais, enfin, du cycliste de fond. Ouais, il me dit impressionnant. En fait, je me levais à 4h00 et j'avais douche froide. Je sautais dans un truc et j'y allais parce que je savais que sinon j'arriverais pas à méditer. Et donc j'y arrivais pas tous les matins jusqu'à 6h. Ensuite, tu vas manger. Ensuite, tu as une pause d'une demi-heure, je crois, 3/4 d'heure, où tu peux... Là, je refais une sieste. Et ensuite, tu retournes méditer jusqu'à 12h30. Tu remanges. Non, 11h30. C'est 8h, 11h30. Après, tu remédites. Là, c'est lourd. Là, c'est là que je méditais presque le mieux. Ensuite, tu as une pause d'une demi-heure. Tu retournes méditer pendant 5-6 heures. En gros, tu médites entre 12 et 15 heures par jour. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et t'es fixe et après t'as des discours de maîtres spirituels. D'accord. Et qui te disent en fait de pas t'affoler. En gros c'est ça, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est accepter, c'est ne jamais juger l'autre, c'est pas se juger soi-même. Pas juger soi-même. C'est s'il y a quelqu'un qui te frappe, qui te violente, que ça soit physiquement, mentalement ou par les mots, etc. Tu lui dis que c'est ok. et à ce moment-là, je m'étais préparé à tout ça, donc ça rentrait dans ma tête et puis ça me faisait du bien, quoi. Mais il faut apprendre à décrire tes sensations aussi, et quand t'as pas de sensations, voilà. Alors qu'en fait, on en a tous des sensations, parce que la douleur est une sensation. Et toutes les douleurs que t'as dans ton esprit arrivent dans ton corps. Donc que ça soit sur les genoux, les chevilles, le dos. Complètement, quoi. Ah, mais en fait, tu somatises et les douleurs de l'esprit, on sait qu'elles influent sur le corps, mais là, ça arrive tout d'un coup, quoi. Parce que là, tu vois toute ta vie, tous tes trucs d'enfance et tout, et tu pleures, quoi. Moi, tous les matins, je pleurais pendant 1h30, j'avais le bandeau sur les yeux. J'étais en train de manger et tout, je pouvais même pas regarder les gars, j'avais les larmes qui coulaient. Tu sais, t'as même peu ce truc de fierté de dire je peux pas pleurer devant les autres, tu les vois, tu sais, t'as envie de lui taper sur le dos et dire je suis là, mec, mais tu peux rien faire parce que les filles et les garçons sont séparés, sauf en méditation, là où tout le monde est regroupé. Mais ouais, tu vois ta vie, quoi. Donc 2 fois 10 jours, tu vois vraiment, bien ta vie. Vraiment ta vie. Et donc, je veux quand même parler aussi, bien évidemment, beaucoup de tes aventures maintenant. Ce changement-là complètement transformationnel, donc tu vois ta vie, du coup, tu prends des grandes décisions de changer de vie complètement. Je veux bien que tu m'en parles tout simplement et que tu m'expliques qu'est-ce qui a fait que tu passes quand même d'un état vraiment de recherche intérieure, de discours, où d'après ce que je comprends en plus, tu avais presque envie de devenir moine à un moment. En fait, c'est aussi méditatif d'aller faire de l'exploration et c'est aussi assez solitaire. Mais est-ce que tu peux m'expliquer justement ce changement un petit peu de paradigme? Ouais, entre ces 2 méditations, je rencontre un garçon qui est assez connu en Occident, mais qui est très connu en Asie. Happiest Man of the World, comme ils disent, qui s'appelle Mathieu Ricard. Et Mathieu Ricard, je le rencontre avec des jeunes catholiques de Hong Kong qui venaient, qui étaient associés avec la fondation avec laquelle j'étais, donc qui étaient totalement intégrés dans cette fondation, hein, qui est, bon, c'est pas athée ou il y a pas de religion, mais c'est le truc, c'est qu'on arrive dans ce monastère bouddhiste et je me sens bien, quoi. Je trouve ça cool et tout. Bon, ils ont pas de cheveux, ils sont habillés tous de la même manière, mais
putain, ils ont l'air heureux, les gars, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Toute ma vie, ça a été ça, la recherche du bonheur. Et je le vois arriver, presque un halo de lumière sur la tête. Putain. Et il parle. On en a parlé juste avant, mais je sens que tout ce qu'il dit, il le pense et il l'applique, en fait. Et j'avais décidé ça, je m'étais écrit ça, que maintenant, ça serait ça, ma vie. J'essaie d'être droit, d'avoir une éthique absolue. Tu dis ce que tu fais, tu fais ce que tu dis. Ouais. Je dis ce que je fais, j'annonce et je le fais, quoi. Et à toi-même aussi. Ouais. Et en fait, je lui pose des questions sans vraiment lui poser, mais en fait, je me renseignais comme un mec qui va au Pôle emploi et qui demande... Ça se passe comment? Et en fait, j'aimerais devenir chaudronnier. Là, c'était un peu ça. C'était des questions un peu bêtes, mais les permissions, elles vous sont données comment? Il me dit, j'ai un cas un peu exceptionnel parce que bon, moi j'écris beaucoup, je donne des conférences à l'international et je fais une promotion évidemment de mes livres, mais aussi du bouddhisme, etc. Du coup, en fait, je comprends qu'il a un statut particulier. Et après, il explique le statut des autres qui méditent comme je l'ai fait à Vipassana, entre 15 et 20 heures par jour, tous les jours de leur, on va dire, pendant 25 ans, après un peu plus de liberté. Et là, je me revois en vélo, en fait. Je me dis, j'ai fait sport-études, je me revois en sport-études, mais ça serait bouddhiste-études, quoi. Moine-études. Ouais. Et c'était exactement ça. C'était avant cet entretien, j'étais décidé, quoi. Et après, je me posais beaucoup de questions. Et ensuite, je pars dans la vallée du Khumbu. Je rencontre plusieurs aventuriers, plusieurs alpinistes, notamment un groupe d'alpinistes qui était sur l'Everest, qui nettoyait l'Everest. Et un garçon d'une 50aine d'années me dit, bah voilà, j'ai fait telle aventure, mais il y a un truc qui pourrait te plaire, j'ai fait ça en vélo. Et je le regarde comme ça, je me renseigne, je regarde sur mon portable. Je sais pas, la connexion au Népal... Sur l'Everest, ça doit être 1 euro la minute, quoi, mais je dis, faut quand même que je regarde. Et j'y vais, je regarde sur cette trace, et ça s'appelait le Great Himalaya Trail. Donc c'est marqué sur le site internet que c'est la trace la plus haute et la plus dure du monde. Et je dis, putain, c'est génial. C'est ce mec-là, ouais, je dis ça, je veux ça. et ce mec-là m'interdit presque de le faire. Jean-Michel Jorda, il s'appelle, et il me dit, ne fais pas ça, ça va te détruire profondément parce que c'est très très dur et tu vas être solitaire pendant longtemps. Et je réfléchis à tout ça, ça prend du temps. J'ai le deuxième Vipassana qui arrive, qui me fait beaucoup de mal parce qu'il était très très dur. Quand tu vois la mort de près, comme je l'ai vu dans mon expédition dans la vallée du Khumbu, là, en fait, il faut apaiser toutes ces tensions que tu as eues et c'est trop dur. C'est hyper dur de méditer. Mais juste, parce que ça fait quand même 2 fois que tu me teases un petit peu avec cette histoire, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé dans la vallée du Khumbu? Comment tu frôles la mort comme ça? Comment je frôle la mort? Alors, je monte un sommet. Déjà, on me met en garde, on me dit t'as pas forcément beaucoup d'expérience en alpinisme, il faut pas faire des 6000 mètres comme ça. Ouais. Donc évidemment, j'y suis allé tout de suite. Et surtout, il faut une acclimatation. À ne pas faire, messieurs, dames. Parce que... Oui, surtout pas faire. Et puis, il y a des règles. Il faut monter pas plus de 500 mètres de dénivelé par jour parce qu'il y a une acclimatation à l'altitude. Et moi, entre Katmandou, c'est autour de 1500 mètres. Le 6000, j'ai mis 5 jours à y aller. Et il n'y a que les Népalais qui font ça. Et en fait, quand j'arrive là-bas, en fait, je voulais pas aller au 6000. Je voulais juste aller au lodge qui est avant, où il y a tous ces alpinistes... qui était là en expé avec de la neige sur le nez ou la tête brûlée parce que il y avait trop de soleil. Et là, je les vois tous. Et il y a un mec qui arrive à ma table. Bon, je me donnais 2-3 jours quand même pour être ici. J'avais mis très peu de temps pour arriver. Et il me dit Hello, I'm Nawang. Et je dis ouais. Il me dit je suis ton guide. Si tu veux, on part tout de suite. Ah ouais. Et je le regarde comme ça et en fait, je pense qu'il y a tout le processus du cycliste, tout ce que j'ai été avant qui arrive et qui lui dit juste yes. Et donc, je pars dans la foulée. Donc, j'ai passé un moment difficile pour grimper là-haut, pour redescendre en rappel. C'était presque une découverte pour moi, du coup, c'était dur. Et le lendemain, les mecs me disent du lodge, les alpinistes aussi me disent prends-toi 2-3 jours parce que voilà, t'as
t'as pris quand même 5000 mètres de dénivelé positif en peu de temps. Et je dis ouais. Et évidemment, le lendemain à 7h30, j'étais déjà prêt dans les chaussures. Et je pars. En fait, je pars même un peu trop tard. Normalement, il faut partir à 6h30, 7h30. Parce que le temps tourne à midi. Et je vais monter un autre 5000. En fait, dans une vallée vers Gokyo. Là, la vallée, c'est le tour c'est le tour de Gokyo, en fait. C'est Gokyori, c'est tous les... C'est Renjo La Pass, etc. Enfin, c'est des passes qui sont hyper connues. Mais... à ce moment-là, il fallait pas y aller, quoi. Et j'arrive, je croise un alpiniste russe qui me regarde et qui me dit t'as une tente, mec? Je dis ouais, j'avais pas de tente. Et il me dit t'as des chaussures d'alpi, t'as des crampons? Je dis ouais. Et en fait, j'avais rien là. Tu l'as fait, mais complètement à l'arrache. Ouais, pas à l'arrache, mais ça passe, quoi. Tu le vois sur les guides et tout, c'est que ça doit passer, quoi. Sauf que c'était une vraie tempête. Et j'arrive sur une espèce j'appelle ça un cimetière de rochers où tu voyais plus les rochers parce qu'il y avait de la neige qui était tombée, du coup tu voyais plus de traces et donc je me perds. J'arrive sur une première paroi un peu limite, quoi. Bon, je sais pas, il y avait, on va dire, 45% de pente, ce qui n'est pas énorme, mais ça commence à faire. Et ensuite je perçois une trace, mais vraiment recouverte de neige. Je dis, c'est là, putain, t'es sauvé, mec. Parce que je vois les drapeaux au loin, mais il y avait encore 500 mètres de dénivelé positif, ce qui n'est rien quand t'es à 0. Oui, mais à cette altitude... Ouais, c'est très dur. Et en fait, c'est très raide. Et j'y vais, en fait, c'était pas un chemin pour les humains, c'était pour les yaks ou pour les chèvres. Mais j'arrive sur une paroi, vraiment, il y avait 700 mètres derrière moi, et c'était de l'escalade, en fait, sauf que j'avais les bâtons dans une main, mon sac 25 kilos dans le dos, chaussures, pas de crampons. Et là, je vois ma vie défiler. Première fois, je parlais tout seul. Je me dis, bon, bah, c'est fini, mec, t'inquiète. Hein. Je souris en plus. Je dis, t'as vécu quand même des super trucs et tout, mais. Je dis, putain. Je dis, bon, c'est pas grave. Hein. Tu sais, je dis, c'est pas grave. Et là, dans ma tête, je dis, mais mec, t'as jamais rien lâché dans ta vie. Je dis, pourquoi tu. Et je regarde derrière. Ouais, je dis, en plus, il y a personne qui va me retrouver si je tombe. Je dis, c'est quand même une mort un peu pourrie. Et tu vois, là, j'en rigole, mais à ce moment-là, je rigolais pas du tout. Et ouais, j'ai senti le vent tourner, quoi. Et là, je me suis battu avec moi-même. Mais t'as senti aussi l'instinct de survie, quoi. Ouais, surtout ça, j'ai planté mes mains dans la... C'était plus que de la neige, c'était de la glace, tu vois, et je me défonce les doigts. Mais je jette mes bâtons plus haut et je plante mes doigts. Et je me bats et je m'allonge par terre et tout. Bon, il restait 15-20 mètres, mais je m'allonge et je fais une vidéo. Je pense que je l'ai toujours dans mon téléphone. Et j'explique et je dis, putain... Alors là, je sais pas trop comment dire, mais là, il faut que je le dise. J'ai vu comment c'était de l'autre côté. Enfin, j'ai mis une tête et franchement, faut pas y aller, quoi. Et j'ai diffusé cette vidéo et j'ai senti que les gens, au-delà de ce truc, avaient peur pour moi. Mais il y avait un truc de waouh, putain, il nous a transmis un truc, quoi. C'est con, hein. Mais à ce moment-là, je dis putain, tu vois, j'ai donné de l'espoir à des gens qui sont soit malades, soit machin, sur un truc à la con, mais j'ai mis ma vie en danger. Ça, je le refais plus. Pas comme ça, en tout cas. Mais par contre, j'ai pris goût à ce truc de transmission. Et je savais que ouais, je reprendrais des risques, mesurés ou pas, mais pas comme ça. Et ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois. Une autre fois, je vais marcher sur le glacier du Khumbu. Enfin, le glacier du Khumbu, donc c'est très gros glacier de l'Everest. Et l'Everest est posé dessus. Hein. Et je marche dessus et je dis c'est cool et tout. Et les Népalais, ils me disent, mais t'es allé jusqu'où comme ça? Et je dis, bah, au loin, là-bas, ils me disent, mais là-bas, faut pas aller, il y a des forages, c'est pour les chercheurs et tout, il faut être équipé, quoi. Je dis, ouais, mais c'était beau quand même. Je trouvais ça tellement beau. Moi, à ce moment-là, j'étais presque avec l'envie de monter l'Everest comme ça, en one shot, quoi. Et donc, c'est tous ces moments qui te font réaliser, en fait, ce besoin d'aventure, ce besoin de liberté absolue, de recherche de toi. Enfin, c'est exact. En fait, tu as utilisé le mot de liberté absolue. De me dire, je fais ce que je veux, en fait. Ça. Et par contre, je suis responsable. Tu vois, je sais que tu reçois beaucoup d'entrepreneurs, bah, tu es responsable, tu montes ta boîte, tu te craches, tu es responsable, même si tu as aujourd'hui des assurances, des banques et tout.
là, c'était ma vie, quoi. Et ah ouais, quand ça t'arrive une fois, deux fois, tu te dis, putain, ça tient pas à grand-chose. Et ouais, c'était... Putain, je dis, je suis free, quoi. Je suis vraiment libre. Je dis, c'est cool, quoi. Je vais à la vitesse que je veux. Je fais ce que je veux, je vais où je veux. Évidemment, j'essaie de suivre quand même des traces, mais... On a l'impression maintenant, en tout cas, que tu es presque boulimique d'aventure, parce qu'en fait, quand je vois tout ce que tu as fait, entre le fameux Great Himalayan Trail, là, tu as fait... alors, j'ai pas tout listé, mais franchement, bon, là, le Mont Blanc, la Katmandou, Dakar, sincèrement, c'est quand même assez dingue à quel point maintenant t'enchaînes. Et notamment aussi, je voulais te parler de ton nouveau projet, là, je sais pas si tu dis 666, je crois. 666, ouais. Donc les 6 déserts les plus durs du monde sur les 6 continents en 6 fois un mois. Donc c'est quand même assez dingue. J'aimerais comprendre, tout c'est finalement, c'est l'aventure qui t'appelle, c'est la liberté, c'est quand même cette performance un peu. Qu'est-ce qui te pousse à vraiment te dépasser à chaque fois et te lancer dans ces aventures? C'est peut-être aussi une cause, peut-être, que tu défends? Ouais, il y a tout ça. Évidemment, l'origine, c'est cette envie de liberté, parce que je pourrais avoir un travail dans le développement, on va dire, des énergies renouvelables, le développement environnemental, l'humanitaire. Moi, je fais un peu tout ça en même temps, mais ce que je sais faire de mieux, c'est faire du vélo, en fait. C'est me dépasser. Et j'ai dit ça récemment, ça m'est échappé. Je dis, je sais faire que ça, de toute façon. Je me suis engueulé avec quelqu'un et je dis, mais je sais faire que ça. Un producteur télé. Parce que c'est ce que je sais faire de mieux. Et transmettre, en fait. Parce que des mecs qui font du vélo, des mecs qui font de l'aventure, qui font du sport, il y en a plein et qui sont bien meilleurs que moi. Vraiment, dans tous les domaines. Des gens qui parlent d'environnement, il y en a plein. Qui font de l'humanitaire, il y en a plein. Et encore une fois, bien meilleurs que moi. Le seul truc, c'est prendre ce que je suis, ce garçon qui a été élevé dans les quartiers populaires, disons, avec une histoire un peu difficile, un début de vie un peu, ouais, je dirais chaotique, avec plein de doutes, des fois des moments de détresse, qui a été sportif de haut niveau, donc qui a été formé par l'adrénaline, mais la performance, le dépassement. Et ce truc de transmission que j'ai appris avec la communication, parce qu'on peut l'utiliser pour n'importe quoi, la communication. Pour le grand public, ça veut rien dire. J'ai communiqué, voilà, mais la communication, ça s'apprend quand même. Que ça soit communiqué sur les réseaux sociaux, avec des médias, avec d'autres choses, même publiquement, tu vois, là, un podcast ou des conférences. Des conférences, ça s'apprend. C'est ce que je préfère, en fait. Parce que c'est le moment où j'ai dit, putain, j'ai pas fait tout ça pour rien. Parce que, évidemment, que j'apprends, j'ai des sensations, mais je dis toujours, j'aimerais avoir des caméras, mais des caméras hyper sensitives à la place de mes yeux et de mon nez et de mes oreilles. Et c'est mon rêve absolu, ça. Pouvoir transmettre ce que je vis en instantané aux gens et que les gens disent « Waouh, c'est trop bien !» Tu vois, juste comme un gosse de 5 ans, parce que je suis un gosse de 5 ans, en fait. Toujours, il a pas changé. Mais c'est ça le truc. Les gens me disent « Pourquoi ?» mais parce que je suis un gosse. Et si on demande à Tesson, même à Mike Horn et à plein d'autres, pourquoi tu fais ça, mec? Et c'est exactement pour ça. Alors, évidemment, j'essaie de mettre du sens dans ce que je fais, parce que sinon, pour moi, ça n'a aucun sens. Évidemment, la transmission, elle est essentielle, mais transmettre quoi? Quand je fais Paris-Dakar en 20 jours, c'est exposer un homme aux conditions de demain, aux conditions climatiques qui vont arriver. Bon, il y a eu un épisode, on va dire, climatique un peu extrême qui est arrivé, mais il faisait 40 degrés. Quoi. J'allais te dire, les températures, c'est quoi? C'est 40 degrés? T'es sur ton vélo, combien d'heures par jour? Ouais, il faisait entre 40 et 55 degrés au soleil. Mais je suis sur le vélo entre 12 et 17 heures par jour, sur des pistes qui sont quand même assez compliquées, avec l'idée de se dire je suis en Mauritanie, je sais pas ce qui peut se passer, sur des routes que je connais pas, il y avait beaucoup de circulation quand même, 300 poids lourds par jour, et une idée de record du monde aussi, tu vois, ce truc qui me poursuit de performance, dire je me dépasse, je vais au bout de moi-même, et je transmets ça en live, parce que j'ai fait je faisais des pastilles vidéo, je transmettais tout en direct, et je voulais voir ce que les gens ressentaient, quoi. Je dois dire, pour avoir pas mal regardé du coup en faisant mes recherches, tes vidéos, en fait on vit quand même vraiment avec toi quand on est sur ton vélo, et c'est quand même vraiment prenant au niveau émotionnel. On se rend compte en fait à quel point c'est dur, à quel point
tu souffres. Enfin, je trouve que c'est quand même, en termes de transmission, comme tu disais, assez spectaculaire, quoi. Ouais, après, ça gêne les gens. Il y a des gens qui m'ont dit, dans une conférence il y a quelques mois, il y a une dame qui s'est levée et qui me dit, bon, si j'étais ta mère, je te mettrais une fessée, machin. et elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Elle me dit, mais ça serait pas un suicide organisé, toute cette souffrance, cette prise de risque? Et je dis, mais tout ce qu'on vit là, c'est quand même une sacrée mascarade que vous me racontez. Ce que vous voulez me parler d'argent, de production, de productivité, de réalisation, de start-up, de machin. Mais on est tous dans un cirque. On est tous en train de jouer un rôle. On est tous en train de faire quelque chose, bien sûr. Mais la vie, elle a aucun sens. Il faut bien s'en rendre compte. La vie n'a aucun sens. Le seul sens qu'il y a dans la vie, c'est ce que les humains en font. Ce que toi t'en fais, ce que moi j'en fais, c'est ça qui compte. Et moi, ce que j'ai dit à cette dame, c'est exactement ça. On fait ce qu'on veut, en fait. Moi, aujourd'hui, je fais ça parce que j'ai l'impression que ça a du sens. Ça a du sens pour moi et ça a du sens pour les gens qui te regardent. Ouais. Et quand j'ai des gens, si j'avais personne qui me disait putain, c'est génial, mais quand j'ai des gens, notamment une personne, la première fois, quand je traverse le Kumbu, qui me dit tu sais, t'es en train de sauver la phase terminale de cancer de mon mari. Quel métier je peux faire pour faire ça? Je suis un gros feignant, je serais incapable d'être chercheur. Je serais incapable de trouver un vaccin. Je serais incapable d'être chirurgien. Je serais incapable d'être médecin généraliste. Qu'est-ce qui peut Rien. Je transmets ça en instantané. Et, putain, je lui ai donné quelque chose, quoi. Et tu vois, cette émotion, parce que je suis habité, quoi. Évidemment, à des moments, je suis fou. À des moments... Tu vois, c'est la... Quoi ? Ça se voit. Non, mais c'est la quintessence de la vie, pour moi, c'est ça. C'est, tu vois, des moments intenses. Et... tu vois, je vis le truc, je suis... Putain, bordel, j'ai trop de chance, quoi. Faut que je le donne. Voilà. Donc, j'essaie de transmettre ça. Après, il y a des gens à qui ça plaît, des gens à qui ça parle pas. Mais on est dans un monde qui est en train de changer. Et je pense qu'il faut... il y en a toujours eu, mais il faut des rôles modèles ou des gens... Moi, j'aurais adoré qu'on me parle d'aventure quand j'avais 5 ans. Je savais même pas ce que c'était. Qu'on t'ouvre le champ des possibles, quoi. Qu'on te dit ça existe, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui es maître de ton destin, qui décide de ta vie. Enfin, c'est ça que moi, je retiens vachement quand même de ton histoire aussi. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça. Et quand je vois des jeunes qui arrivent, qui ont entre 10 et même 30 ans, je vais jusqu'à 30 ans parce que je pense qu'on est tous des grands enfants. C'est toujours la même chose, quoi. Putain, j'ai envie de faire comme toi. Ou bien j'ai eu pendant Paris-Dakar, et ça, je pense que c'était le plus énorme. Monsieur, comment on devient Steven Le Yarrick? C'est génial. Ça, c'est génial. Ouais, ça, je trouvais ça marrant parce que je dis non. Deviens pas ça. Fais pas tout pareil. Fais attention quand même. Ouais, fais pas tout on va pareil. pas partir tout seul dans l'Himalaya. Ouais. Mais justement, pour qu'on se rende compte quand même de ce que c'est ta vie au quotidien, est-ce que tu peux m'expliquer, peut-être par exemple, tes phases d'entraînement quand tu te prépares là, tu vois, pour ton 666 ou enfin pour n'importe quelle de tes courses à la rigueur. À quoi ça ressemble en fait ta vie? Parce que j'aimerais qu'on comprenne en fait à quel point c'est un choix de vie et que c'est pas juste une belle histoire que tu racontes, quoi. Ouais, là c'est des jolis mots, mais c'est beaucoup de sacrifices. En fait, quand je pars au Népal, je quitte tout. On va dire, je perds ma copine. C'est surtout quand je reviens de l'Himalaya qui me dit mais tu vas pas faire ça tout le temps. T'as un peu changé aussi, peut-être. T'as vraiment changé. La première fois, la deuxième fois aussi. Et qui me dit, mais tu vas pas repartir. Là, je repars dans 6 mois. Ah non, mais c'est pas possible. Et du coup, plein de gens autour de moi comme ça qui comprennent pas tout, qui commencent à vraiment comprendre que c'est ma vie, en fait. Mais ça implique de pas avoir énormément d'argent. Ça implique de se lever le matin et de se dire, tu dois faire entre 2 et 6 heures d'entraînement tous les jours, ou de plaisir, parce que là, par exemple, je suis invité à un événement à Fréjus, c'est le Rock d'Azur, une plus grande compétition VTT en France. J'y vais en vélo, il y a 950 km, et hier, j'ai mis un message sur Facebook parce que je vais y aller en vélo en 2-3 jours, et donc ça représente un peu plus de 300 km par jour, et mes entraînements, c'est ça. C'est en faire entre 100 et 300 km tous les 2-3 jours, on va dire. Ah ouais. Et c'est des volumes qui sont importants, mais qui sont... Clairement. mais qui
qui sont vraiment essentiels pour pouvoir faire quelque chose comme j'ai fait à Paris-Dakar. C'est impossible si tu t'entraînes pas de manière hyper consistante, c'est impossible. Si, c'est possible, mais tu vas te blesser, ou bien tu vas le faire une fois et tu seras dégoûté, ou bien il va t'arriver des malheurs physiques ou des trucs physiologiques. Tu es quand même obligé d'avoir une discipline importante au niveau de l'entraînement. Ouais, j'ai une discipline, mais pas du tout la même que quand j'étais coureur, parce que je fais ça un peu, pas à l'arrache, mais je fais tout au feeling. Et la bouffe, pareil. J'essaie de faire vraiment attention. Enfin, je mange pas de viande depuis 5-6 ans maintenant. Très très peu de poisson, des œufs. Quasi végétarien. Ouais. Faites végétarien. Enfin, tu sais, dans certaines cultures, dans certaines cultures, en fait, végétarien, ça veut dire juste enlever la viande. Oui, c'est vrai. Après, non, je suis pas flexitarien parce que c'est vraiment plus près du végétarisme. Hein. Après, non, je vais pas te dire faut bouffer des graines et tout machin parce que je le fais pas tout le temps. Mais j'essaie, je fais vachement quand même attention. Mais parce que quand je suis en projet, quand je suis dans mes projets, je bouffe de la merde. Bah, c'est ça. Je bouffe quand t'es sur ton vélo, 7 heures par jour. Je bouffe sucré, salé, enfin des volumes un peu énormes parce que je brûle entre 5 J'allais te demander combien de calories tu brûles sur des projets comme ça par jour. Ouais, entre 5 et 12 000 calories par jour. Ouais. Et après, voilà. Donc ma préparation, c'est ça. Et après, c'est des projets, ce que j'appelle des projets, on va dire... comment j'utilise quel mot, qui sont en gros mes espèces d'attractions ou de petits jeux du week-end, mais mes moments de plaisir où je me dis je fais une course d'ultra-endurance de 700 km ou 1000 km ou 1200 et je fais le plus vite possible. Donc ça y est, je rejoue à la compétition comme quand j'étais môme. Et donc voilà, je sais pas, j'ai dû faire le Tour de Corse 720 km ou un peu plus. Non, je crois que c'est 900 bornes. J'ai dû mettre un peu plus de 35 heures ou un truc comme ça. Mais il y en a qui vont beaucoup plus vite, hein, mais tu vois, tu dors pas beaucoup. Oui, tu te pousses un peu quand même. Ouais, tu pousses vraiment. Mais c'est drôle parce que t'as des mecs qui sont vachement meilleurs que toi, quoi. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas parce qu'ils vont plus vite, c'est parce qu'ils dorment pas. Et moi, j'ai encore ce truc de... Tu dors quand même. Je suis un être humain et je dors, quoi. Tu es un être humain, ça fait plaisir, Steven, de le savoir. Non, mais j'ai des mecs, je me pose la question. J'ai fait une course, j'ai traversé la France en VTT là, par la diagonale du vide. Et c'était un contest, on va dire, avec 100 compétiteurs, dont 5 qui étaient à un niveau, je pense, international, des étrangers, un néo-zélandais, un anglais, un belge... Et c'est pas une histoire drôle, c'est des mecs qui faisaient 400, le premier jour ils font 440 km de VTT, hein, donc pas de vélo de route, ça va moins vite et c'est plus dur. Et deuxième jour 450, et donc ils n'ont pas dormi pendant 72 heures. Et ça, je peux pas encore le faire. Ouais, bon, en même temps, je sais pas si... Enfin, après, ça dépend ce que tu veux, voilà, mais bon, moi, il y a un bouquin que j'ai lu il y a pas très longtemps qui m'a vachement inspiré là-dessus, qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ». C'est un scientifique américain qui s'appelle Matthew Walker, et c'est je vais leur filer, comme ça, je vais gagner toutes les courses. Exactement, parce que pour le coup, il te dit qu'il faut dormir 7-8 heures par nuit. Mais bon, après, c'est chacun ses objectifs, quoi. Mais c'est vrai que... Moi, en fait, j'ai toujours eu ce truc, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas été un champion absolu en vélo, comme le sont certains. J'ai jamais été vraiment un bourrin, quoi. Ce que j'appelle bourrin, c'est... Oui, t'as pas non plus envie de te faire mal. Ouais, en fait, mal où tu sens que ta santé va décrocher. Ouais, moi, j'avais beaucoup d'amis. Mon meilleur ami, par exemple, une fois, on fait un test d'effort à Centre Olympique et il s'évanouit. Mais clairement, quoi. Et je préviens l'infirmière. Ouais, c'est normal, il s'évanouit toujours et tout. Donc, c'est un test d'effort, tu dois te donner à fond. Donc, il le faisait mieux que moi, parce qu'il allait jusqu'à l'évanouissement. Ouais. Mais il y en a qui font ça en compétition. Les mecs en ultra, c'est jusqu'à... Oui, il faut aimer se faire mal un peu, je pense. Mais suppression de sommeil, je sais pas, si tu veux, on essaye. Hein. Non, on fait un concours tous les deux. Pendant combien de jours tu tiens, mais... Non, c'est horrible. C'est les tortures, hein, d'ailleurs. C'est les pires tortures. Et d'ailleurs, dans le livre, il l'explique, on en meurt. Exactement. On peut mourir d'un manque de sommeil. Exactement. Et j'ai toujours ce truc-là, notamment de Vipassana, d'écouter, tu vois, de t'écouter ton corps et tout. Et ça, c'est dur parce que j'écoutais un podcast hier justement d'un mec qui est très très fort là-dessus et qui dit moi à un moment je me dis mais faut pas t'écouter mec, faut pas t'écouter. Et moi j'ai toujours cette petite voix qui dit là tu t'es en train de te faire du mal. Et puis surtout j'ai des projets à l'avenir
qui sont C'est ça. pour moi plus importantes que ça. Et du coup, j'ai pas envie de me détruire la santé. Je pense que c'est ce que tu dis. En fait, à la rigueur, il n'y a pas de jugement à avoir sur ce qu'il faut faire, mais si tu es plutôt dans un circuit long terme, c'est pas une bonne idée. Si à l'inverse, tu es assez court-termiste, sans le dire négativement, c'est le meilleur moyen de performer. J'en fais quand même beaucoup par an. Là, j'en ai, tu vois, tu t'as dit, tu as enchaîné beaucoup. Comme de la boulimie, il y a un mec qui m'a dit ça une fois dans le train. Il m'a dit, ouais, c'est quand même de la boulimie. En fait, je trouve pas que c'est de la boulimie. C'était pas du tout négatif. Non, mais c'est mon bonheur à moi. En fait, non, parce que j'ai réfléchi à ça. Et parce que j'étais à moitié boulimique, anorexique quand j'étais coureur. Et je pense que je suis encore un peu boulimique avec la bouffe. Enfin, ou bien je suis très gourmand, mais... en même temps, quand tu brûles 12 000 calories par jour... Ouais, mais des fois, je les brûle moins. Non, mais je pense que ça dérègle, ça doit dérégler de brûler autant, et du coup, tu manges beaucoup, donc ton corps, c'est exactement, plus... tu t'habitues à manger beaucoup, des heures qui sont d'ailleurs, pas je crois que c'était... Thorpe, tu sais, le nageur américain qui disait qu'en fait, quand il avait arrêté ses entraînements où il brûlait 12 000 calories par jour, en fait, il est devenu complètement boulimique, dépressif, etc. Parce que tu peux pas retrouver une vie normale, quoi. Enfin... c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure sur voilà. Et puis les nageurs, lui, c'était un sprinter, hein, c'est hyper intense, et il faut savoir que Thorpe était un bec qui bouffait, je pense, entre 5 et 6 000 calories, parce que les mecs qui font plus de 2 mètres, déjà, ils bouffent grave. Mais quand tu t'entraînes, en plus, lui, il nage entre 10 et 20 bancs de jour, dans l'eau, dans le silence. T'as envie de t'entendre manger, quoi. Bon, écoute, pour terminer le podcast, j'aime bien, je te l'avais dit, tu sais, faire des questions un peu plus personnelles, un peu plus profondes. C'était déjà assez profond. T'as commencé très vite. Ouais, j'ai commencé fort avec toi. J'étais inspirée, tu m'as inspirée. Un peu plus spirituel aussi, sur des grands enseignements de vie. On a parlé de moments difficiles, mais est-ce qu'il y a quand même un grand échec ou une grande difficulté ou une grande erreur dont tu m'as pas encore parlé, dont tu pourrais me parler justement, et quels enseignements t'en as tiré que tu aimerais partager? Ouais, en fait, j'ai réfléchi, du coup, j'ai bossé, j'étais hyper... Je te l'avais donné à l'avance, celle-là. Ouais, non, mais tu m'avais donné 3 trucs. Bon, là, il y en a 40 hein, sur tes feuilles. Mais je vais pas toutes les dire, t'inquiète pas. Non, mais... quand je reprends mes études, je monte une boîte. Je monte une boîte de pignons fixes, enfin des vélos qui étaient vachement à la mode à l'époque, des vélos urbains. Je designais des vélos, je les importais d'Asie et voilà, jusqu'au moment où j'ai eu envie de les faire moi-même, chose que je n'ai jamais faite. Mais en fait, je voulais tout gérer tout seul à ce moment-là. Je voulais tout gérer tout seul et je voulais être étudiant, avoir ma boîte et réussir, en fait, tout réussir tout seul et sans l'aide de personne, quoi. Et j'ai craché, quoi. J'ai craché tout seul. J'y arrivais très bien les études. Et un jour, j'ai fait ces boîtes en liquidation judiciaire et t'arrives là, pas très loin d'ici d'ailleurs, et tu regardes et tu dis ah ouais, putain, et ils doivent en voir passer tous les jours. Et moi, je me voyais comme un gosse. En fait, tu sais, j'avais fait ça comme le même gosse de 5 ans qui monte sa boîte et qui dit c'est un jeu. Mais en fait, là, j'étais dans le monde des grands, quoi. Et, tribunal du commerce et tout, quoi. Ouais, tribunal de commerce avec des mecs qui en passent 100 comme toi par jour. Et puis surtout, t'es microscopique comparé à ce que je voyais, des trucs prud'hommes. Et ça m'a... d'un coup, je suis devenu grand, quoi. J'ai dit, putain, je regrette pas de l'avoir arrêté à ce moment-là parce que j'étais pas prêt. En fait, je sais pas si on est prêt à monter une boîte, mais en tout cas, c'est une responsabilité. Et voilà, aujourd'hui, ça m'apprend déjà cette responsabilité, à pas prendre des risques tout le temps pour rien, en tout cas avec les autres, parce que quand t'embarques soit des partenaires, soit un banquier, soit machin, soit bien truc. Dis j'ai plus 8 ans, quoi. Du coup, on peut pas faire complètement n'importe quoi. Ouais, du coup, voilà, ce truc de responsabilité et puis tu peux pas faire tout seul. Je trouve ça hyper intéressant aussi parce que je crois c'est un message que j'aimerais bien passer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent je vais le faire tout seul si je travaille énormément. Tu sais, il y a un peu ce mythe de si tu te donnes à fond, que tu travailles comme un malade, en gros ça va finir par marcher. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à connaître ses limites, à se faire aider, à demander de l'aide et être tout seul en permanence. Mais c'est un poids hyper lourd. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le vivent. Et au-delà de ça, mais sincèrement, on peut pas être bon partout. On peut pas être au four au moulin en permanence. Et je trouve ça hyper
hyper inspirant en fait que tu le dises parce que clairement, je pense que c'est un fléau dans l'entrepreneuriat en fait de se dire je vais tout faire tout seul quoi. Ouais, et puis le truc de je veux pas montrer ce que je fais parce qu'on va me piquer, et puis avoir toujours l'impression que t'as le concours Lépine quoi, avec n'importe quelle idée, alors que tous ceux qui ont le mieux réussi, c'est des mecs qui étaient autour d'une table ou dans un garage à dire et si on faisait ça? Oh non, on va le faire un peu comme ça. Mais ils sont 40 les mecs, et ouais, t'en as un qui réussit, il y a toujours une bagarre au bout, pas un vainqueur, mais des mecs qui se détachent, des leaders qui continuent. Mais de toute façon, n'importe quelle idée, c'est la résilience et le sens que tu mets dedans, l'énergie. Mais ouais, tu peux pas tout faire tout seul, tu peux pas, surtout pas être bon partout, quoi. Moi, j'essayais de toujours... il y a des gens qui sont tellement meilleurs que moi. Aujourd'hui, c'est ce que je fais, tu vois, sur mes documentaires. Je lui dis cash, quoi. Je dis, mais non, c'est toi la spécialiste. C'est toi la spécialiste de la production, c'est toi la spécialiste de l'écriture. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs tes documentaires sont hyper bien. Enfin, aparté pour l'audience, honnêtement, allez les regarder. Enfin, franchement, je trouve que tes contenus sont quand même vraiment très très bons. Je sais pas si je te l'ai envoyé le dernier de Paris-Dakar. Ouais. En fait, à chaque fois, j'essaie de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi dans leur domaine. Et ça vient de ces moments-là. Parce que si j'avais pris un putain de graphiste, si j'avais pris un mec qui était spécialiste du design de bike et tout, comment tu peux designer des vélos, faire le community management et faire la compta? Mais ça, il y a des milliers d'entrepreneurs, même des millions qui le font tous les jours. Mais moi, j'en étais incapable. Moi, déjà, enfin bref, je vais pas faire de féminisme, mais ouais, je me suis rendu compte à ce moment-là que je pense que j'étais moins fort que ma mère, quoi. Parce que j'étais incapable de faire 2-3 choses à la fois. Et ouais, j'ai dit putain, quoi, Steven, qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi? T'es en train de te mettre dans un truc. Donc voilà, mais ouais, c'était ça la petite histoire. Bel enseignement. Une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager en plus de tout ce que tu m'as déjà dit, quelque chose qui te vient à l'esprit? En fait, mots de sagesse, je sais pas, mais je pense que je vais dire quelque chose qui est simple, mais pour moi essentiel, c'est rester vous-même, quoi. Restez toujours vous-même, parce que moi, c'est ce que m'a appris la vie. Je me découvre encore tous les jours, mais ouais, il faut être soi-même, quoi. Il faut être soi-même et il faut aller au bout de ses convictions, de ses rêves, quoi. Moi, je parle toujours de rêve, parce que c'est ça qui me donne envie, quoi. Ça part toujours d'un rêve. Des fois, c'est un rêve à la con, des fois, c'est un rêve impossible, des fois, c'est un rêve fou. Et en fait, quand vous avez un rêve, quand vous avez une envie, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Ouais. Mais restez vous-même, quoi, parce que c'est ça votre richesse. Sinon, on est tous des robots, quoi. On est tous des robots, on se ressemble tous, on est dans le métro, on met les écouteurs et quelqu'un qui nous parle est-ce que vous pouvez vous écarter, s'il vous plaît? Et en fait, c'est pas ça la vie, quoi. J'ai un copain qui revient des États-Unis. Et il dit, en plus, c'est dingue ce qu'il dit, parce qu'il dit ouais, je reviens des États-Unis, il habite en Suisse, et il dit ouais, en fait, ce qui change totalement, c'est que les Américains parlent beaucoup plus. Et en fait, s'il était allé dans un autre pays ou dans un autre état ou dans une autre ville, ça aurait été complètement différent, mais on est vachement fermés, nous, j'ai l'impression, en France, notamment dans les transports en commun, parce que en ce moment, je les prends. Et avant, je les prenais pas pour ne pas parler aux gens, parce que j'étais en vélo et j'avais envie d'être tranquille. Et c'est cool d'échanger avec les gens, quoi. On a tous une richesse, quoi. J'adore ça dans le train, par exemple. Je suis en face de gens et ils te regardent, ils regardent ce que tu lis, ils ont envie de parler. Ça, je trouve ça marrant, quoi. Parce que c'est une personne de plus dans ta vie, quoi. Même si c'est un truc de 15 secondes, mais on est riche de quelque chose. Au Népal, c'est ça qui est cool. C'est ce que ça m'a marqué dans ce que tu disais, que clairement, en fait, tu avais fait des rencontres et qu'en fait, il y avait pas de jugement, une ouverture. Pas de, tu sais, tu te mets pas derrière ton espèce de visage comme ça complètement froid, où en gros tu fais semblant d'ignorer les gens, de même pas les voir, tu sais, t'as tes lunettes de soleil. Bah tu peux essayer. Moi j'ai essayé les premiers jours, en fait, quand j'arrivais. C'est pas ça, c'est que j'avais de la pudeur. Non, j'avais de la pudeur et surtout j'allais à Vipassana, quoi. Pour moi, ça avait déjà commencé. Je dis, mais il y a des caméras, est-ce qu'on a le droit de parler et tout? J'avais peur. Et un mec qui s'assoit et tout, il me dit, je suis TV producer en Inde. Et il me regarde, il me dit tu ressembles beaucoup à Griezmann. Et je regarde comme ça, et dans ma tête, je dis mais tous les mecs qui me ressemblent, tu dis qu'ils ressemblent à Griezmann ou tu dis ça à tous les Européens?
Et au Népal, t'as beaucoup de ça. C'est-à-dire, ils ont un rêve absolu de l'occidental et ils te disent ce qu'ils pensent, quoi. Et tout de suite, t'es leur meilleur ami d'enfance, quoi. Et ça, j'adore. Tu vois, j'adore parce que des fois, c'est un peu intrusif, notamment quand t'es une femme, parce que tu sais pas ce qu'ils veulent exactement, mais enfin, je dis ils parce que c'est souvent des hommes, même si c'est vrai que les femmes sont plus réservées. Ouais, sont plus pudiques, même si j'en ai eu qui des fois, elles cassent enfin, elles enlèvent le masque et elles te font des blagues, elles te taquinent et tout ça. Et puis moi, quand j'arrive là-bas, si je suis un peu bronzé, machin, et ils me prennent pour un Népalais, quoi. Si je parle pas, ouais, si je suis vraiment bronzé, casquette et tout, ils me prennent pour un Népalais, quoi. Et c'est drôle parce qu'ils me parlent en népalais. Donc je fais semblant de comprendre pendant 5 minutes, donc je comprends à peu près 15 mots en népalais, mais le reste je comprends pas. Et en fait je me rends compte que même entre eux ils sont friendly, quoi. Ils sont... Ouais, je trouve qu'on a un peu perdu ça à part avec tes potes proches, mais voilà. Une autre question que je voulais te poser, tu me parlais de rêves et de rêves fous. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu croyais qui serait impossible que tu fasses dans ta vie ou que tu réussisses, ou enfin juste quelque chose qui serait impossible et qui s'est en fait même révélé être simple, être facile? Ouais, être seul, apprendre à être seul. Si j'avais un truc, ça serait ça. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, quand tu nais, déjà, t'es en face de ta mère, voilà, direct. T'es jamais seul, en fait. Tu nais pendant 5 ans, sauf si t'es un aventurier et que tu sors de la crèche en courant, tu vois. Mais t'es jamais seul, en fait. Et maintenant, j'apprécie vraiment être seul. Des fois, c'est un peu trop, parce que j'ai besoin de revenir au monde et de transmettre aux gens. Et du coup, c'est un peu le phénomène des gens qui parlent jamais. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent en groupe, ils ont envie de trop parler, tu vois. Ouais. Mais quand j'arrive en conférence, j'ai envie de tout donner aux gens, quoi. Mais en même temps, si tu passes énormément de temps, enfin, j'imagine que ta vie, quand t'es en aventure, est assez solitaire quand même. Ouais, assez. Bon, sauf quand j'ai des équipes de tournage, mais c'est des rapports assez succincts et puis assez professionnels. Après, c'est friendly, mais quand ça bosse, quoi. Et t'appréhendais ça, ce côté solitaire? Ouais, j'avais justement. peur. J'ai toujours eu des copines depuis ma naissance parce que j'avais pas envie d'être seul, quoi. Parce que j'avais envie d'avoir une maman, quoi. Tu vois, mettre ma tête sur son épaule et c'est pas grave, tu vois. Maintenant, je me mets ma tête sur mon épaule à moi et je dis c'est pas grave, mec. Ça va, quoi. Mais je dis pas que j'ai pas envie d'avoir quelqu'un à côté de moi, mais tu vois, être fort soi-même, ça permet d'être fort à 2, d'être fort à 3, à 10, à 20 et puis j'ai des faiblesses qui sont énormes. Elles sont sans doute plus fortes que mes forces. Mais ouais, j'essaie d'être heureux seul. Et juste le deuxième petit truc, c'est apprendre une autre langue. Tu vois, pour moi, j'étais nul à l'école, j'étais nul en mathématiques. Et en fait, quand j'arrive à Katmandou, donc j'arrive dans cette fondation, j'arrive dans cette école même, parce que c'était une école des bidonvilles de Katmandou. Et donc, je discute avec la directrice de l'école, etc. Et elle me dit, c'est bien parce que là, ça va reprendre bientôt. Toi, t'es en salle numéro 3. Je les regarde comme ça et je dis, ouais. Et je comprends pas, en fait. Ils parlent pas excessivement bien anglais, mais corrélé avec le mien, c'est encore pire. Et en fait, j'arrive dans cette classe et je regarde les élèves, un par un. Je regarde la directrice et elle me pousse, mais comme dans un film, en fait. C'est genre, comme ça, vas-y, quoi. Ok. Tu sais, j'avais l'impression d'être à Bercy avec, on te met sur la avec scène 30 000 personnes qui m'attendent et t'as plus ton texte, quoi. Alors, ok, c'est parti. Hein. Tu vois, j'étais dans mon truc et tout en anglais, évidemment. Donc, je parle anglais népalais, moi. C'est-à-dire que je fais... Tu mets un peu, tu mixes, quoi. Ouais, non, mais je parle anglais, mais je parle anglais au présent. Enfin, ça les a fait rire, les enfants, parce que tout de suite, au début, ils m'ont pris comme un peu Superman, parce qu'ils me voyaient costaud, fort et tout. Et puis, en fait, j'ai dit, qu'est-ce que je sais faire de mieux? Je dis, je vais leur raconter ma vie déjà, parce que sinon, ils vont pas comprendre. Donc, je leur explique. Ils comprenaient toujours pas pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais. Et puis après, je leur dis, voilà, j'étais nul en anglais, j'étais nul en mathématiques, j'étais nul en ça, j'étais nul en ça. Je vais être votre prof d'anglais. Et donc, voilà, j'étais prof d'anglais au Népal.
Et j'étais entre le comédien. Je me suis rendu compte que les profs étaient vachement des comédiens parce qu'il y a des fois, je comprenais. Enfin, c'est des cours que j'avais pas dû écouter. Je pense que je faisais mes plans d'entraînement et ils parlaient d'un temps que je n'avais jamais appris et je voyais le truc passer et tout. Et j'apprenais en même temps qu'eux, en fait, tu vois. Je dis ça, c'est cool, tu vois. Mais je prenais la majorité des bonnes réponses et je disais, ah, voilà, là, on a une bonne réponse. Est-ce que tu peux venir au tableau? Et à la fin, je les faisais lire. Je les faisais lire, ce qui est exceptionnel au Népal parce que les enfants ne s'expriment pas. Je les faisais faire des exposés. Alors là, ils n'étaient pas du tout à l'aise, quoi. Et puis voilà, mais c'était des mômes entre 12 et 16 ans parce que c'est par âge et c'est pas par... c'est par niveau et pas par âge. Mais c'était énorme parce que j'ai eu l'impression pour la première fois de ma vie qu'elle avait un sens, en fait. Tu vois, de donner quelque chose à quelqu'un et d'être indispensable, quoi. Et ouais, ça, c'est un des trucs vraiment qui restera toute ma vie. J'ai envie de le refaire, tu vois. Là, je vais être intervenant dans l'école dans laquelle j'étais élève il y a quelques temps. L'école de com? Ouais, à l'EFAP, ouais. Donc, je vais être prof, là, à côté des Champs-Élysées. Petite pression? Non, pas de pression. Pas de pression, parce que je sais à peu près ce que je vais faire. Je vais leur donner ce que j'aurais aimé qu'on me donne. Et voilà, mais je vais pas être prof de web. J'aurais pu être prof de storytelling. Je vais leur balancer des trucs. J'ai proposé à l'école, parce qu'ils m'ont demandé si je voulais être intervenant. Et je leur ai proposé l'impro. Voilà, parce que pour être entrepreneur, pour faire de la com, quand tu as des presse et tout, bah, ce qui compte, c'est hyper... je pense que c'est ce genre de métier. Moi, j'ai fait énormément de ce qu'on appelle du debating quand j'étais plus jeune. La prise de parole en public, en fait, c'est juste une compétence en fait, qui est hyper importante. Alors là, évidemment, dans le milieu du podcast, mais même, en fait, savoir exprimer ses idées, convaincre, ne pas avoir peur d'être qui on est. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est hyper utile. Donc, puis leur demander d'être la prof, vas-y, t'es de se mettre à la place des autres. Ouais, vas-y, t'es chanteur. Vas-y, tu travailles à la poste, là. Tu travailles à la poste pendant 5 minutes et toi, t'es trafiquant de drogue. Et toi, t'es un petit Népalais qui court dans la montagne. Ok, allez-y. Tu vois, ça, c'est... Là, moi, j'adore ça. Tu vois, j'adore ça parce que la vie, c'est toujours jouer un rôle. Toujours. Bien sûr, t'es toi-même, mais il faut jouer son meilleur rôle, quoi. Tu vois, je dis toujours être la meilleure personne possible. Et c'est ça, je vais leur donner ça, on verra. Peut-être ça va leur plaire. J'ai hâte de voir ça. Écoute, ma dernière question, tu l'as préparée en plus. C'est les livres, donc tu en as parlé un peu en demi-mot, mais les livres que tu recommandes à notre audience, et puis aussi, juste qui t'ont particulièrement marqué. Et j'aimerais que tu m'expliques pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont changé, quoi, tout simplement dans ta vie? Je vais commencer par les livres de Tesson. Je dirais tous, après... et les plus connus déjà, les livres de Tesson sont pour moi des prouesses de poésie, c'est un mec qui est libre, et j'aime ça, même s'il adore en faire beaucoup, etc. C'est un mec ultra brillant, ultra cultivé, et j'adore ce gars en fait. C'est une des personnes qui m'a inspiré très vite. Après, je vais finir par le livre qui a changé ma vie, mais deuxième livre, parce que je dis toujours, je suis un mélange entre Tesson, Mathieu Ricard et Mike Horn, tu vois. C'est un mélange intéressant. un mélange comme ça, en étant peut-être le moins bon de chaque domaine, mais ouais, deuxième, ça serait Mike Horn, je pense, avec Latitude Zéro, qui est un des livres qui m'inspire absolument. Au-delà de ce qu'il est devenu aujourd'hui, Mike Horn, c'était un vrai explorateur, un vrai aventurier. Je pense que c'est le dernier vrai explorateur, parce qu'aujourd'hui, les mecs se disent explorateurs. Des fois, on me met, moi, explorateur. T'explores quoi, tu vois. Et il y a 500 fois des mecs qui ont fait la route Paris à Dakar. Bon, je l'ai fait en vélo. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait en 20 jours. Et je pense qu'il n'y en a pas pour l'instant, mais je ne suis pas explorateur. Lui, il a fait l'équateur. En suivant l'équateur, il a traversé la planète en utilisant ses pieds. Il a utilisé un vélo, il a utilisé un bateau, il a utilisé aucun moyen de transport à moteur. Et je trouve ça beau parce que c'est une ode à la liberté. Il a fait la planète, quoi.
Il a fait la planète. Moi, il a vraiment été ça, c'est un de mes projets absolus, par exemple. Latitude Zéro, ça s'appelle. Et ça, c'est un truc qui m'a inspiré très vite parce que je suis ce mec depuis très longtemps et j'adore ce qu'il était. Après, bon, aujourd'hui, le niveau médiatique est hyper important et puis il peut pas forcément être lui-même, mais il m'inspire beaucoup. Et après, c'est Vivre sans pourquoi, le dernier de Alexandre Jolien, qui est d'ailleurs un très bon ami de Mathieu Ricard, mais lis-le, c'est très facile à lire, très court, et pour moi qui était, comme je l'ai dit, un analphabète... Ça s'entend pas, en tout cas, je peux te dire. Mais c'est ce livre... C'est un livre un peu spirituel. Enfin, totalement, en fait. Il est moine aussi, il est bouddhiste. Ouais, il est bouddhiste catholique. D'accord. Et sa religion, c'est l'amour. Voilà, le Dalai Lama dit ça aussi. Et moi, je dis ça aussi. Ma religion, c'est l'amour parce que, en fait, il explique. Il est handicapé. Il a énormément de problèmes et donc il voit pas absolument le regard des gens, mais il sent tout. Et il part en voyage et il se met dans la merde tout le temps. En fait, c'est un voyage initiatique de ce qui m'est arrivé un peu au Népal. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que je suis allé au Népal. Je me suis tourné un peu vers le bouddhisme, un peu vers l'hindouisme, un peu vers tout, vers des spiritualités autres pour apprendre des choses. Mais il explique ce voyage initiatique. Et c'est dingue, quoi. C'est dingue, tout ce parcours, tout ce qui lui arrive, tous ces trucs, ouais, et ce qui le sauve, c'est l'apaisement, quoi, parce que moi, je me pose toujours cette question aujourd'hui, si tu me coupes les deux jambes, tu vois, je fais quoi aujourd'hui, tu vois, une fois, j'en ai pleuré tout seul, je m'en souviendrai toujours, mais je crois que c'était pendant Dakar, hein. Et je dis, putain, t'imagines, quoi, et en fait, il y avait des gens qui m'envoyaient des messages, et des gens soit en surpoids, soit qui étaient blessés, mais des petites blessures, mais qui les empêchaient de faire du sport, ou des gens qui pouvaient plus faire de sport pour des raisons neurologiques. Ma mère a eu un AVC et j'ai dit putain, c'est une liberté de dingue, quoi. Et lui, il explique tout ça, en fait. Il explique tout ça. C'est quoi aujourd'hui de ne pas pouvoir faire quelque chose, de ne pas pouvoir faire plein de choses et tout. Et c'est bouleversant, mais en même temps, ça te donne un espoir infini, quoi. Tu vois, en fait, tu peux tout faire, quoi. Tu peux tout faire. Je peux pas le faire à l'américaine avec les mecs qui font du triathlon sans jambes et tout. Évidemment que c'est un respect absolu. Le mec, il monte le Kilimandjaro, qui a pas de jambes, pas de bras, il monte comme une araignée. Ouais, ok, c'est génial. Mais tout le monde, dans sa vie, peut se dépasser. Aller au bout d'un petit rêve, une petite envie, un petit quelque chose, et avancer, quoi. Avancer et ne permettre à personne de s'empêcher de rêver, d'empêcher quelqu'un de rêver. Et lui, c'est ça, quoi. Lui, c'est ça. Et puis, c'est ouf parce qu'il inspire tout le monde. Il inspire tout le monde, même Mathieu Ricard, même beaucoup d'autres qui le regardent. Et même sur un plateau de télé, il est impressionnant, quoi. C'est une machine. Tu vois, le mec... Il a un charisme, il a un truc, enfin, il a une aura, quoi. Il a habité et puis, ouais, il dit ce qu'il fait, il pense ce qu'il dit. Ouais, c'est fort. Moi, j'adore ce genre de mec. Ouais. C'est 3 caractères, 3 personnalités différentes, mais... Écoute, tu me donnes envie de lire les 3. Parce que tu vois, Mike Horn, pour tout te dire, c'est la 3e fois qu'on me le cite dans le podcast. Je l'ai toujours pas lu, le Latitude Zéro. Ah ouais. Je pense que c'est un bouquin exceptionnel qui inspire quand même des personnes qui aiment la liberté. Ouais. Et donc là, je pense que je vais franchir le cap. Ouais. L'aventure, la liberté, ce truc de jamais rien lâcher, parce qu'il lui arrive 1000 trucs, des leçons de vie aussi, rapport avec la nature, les humains. Il est confronté à la mort, en fait, plusieurs fois, et voilà, quoi. Écoute, Steven, merci pour tout ce que tu m'as partagé. Tu vois, toi qui aimes la transmission, là, je pense que tu as vraiment transmis énormément de choses, à la fois émotionnelles, personnelles, spirituelles. Merci beaucoup. Merci à toi. Si on veut te retrouver, on te retrouve sur les réseaux sociaux, sur ton compte Instagram, c'est ça ? Ouais, Instagram, Facebook. Est-ce que tu as un dernier message à passer, un appel à contribution, quelque chose que tu veux dire au public ? Ouais, je vais lancer une campagne de crowdfunding pour mon futur projet 666. Ouais.
Et puis après, il va y avoir, j'espère, les 2 livres, mais surtout les 2 films qui vont sortir sur l'aventure de Paris-Dakar à vélo, cette route de la chaleur, et ensuite les rêves d'Himalaya, donc qui était la traversée de l'Himalaya d'est en ouest, en vélo. Ça va sortir à la télé. J'ai trop hâte, en fait. J'ai trop hâte. Là, je suis vraiment comme un gosse de 5 ans, encore une fois, parce que... Ça sort quand, tu sais ? C'est en cours. À la télé, ça sera sur la chaîne Voyage pour les 2 rêves d'Himalaya. C'est 2 fois 52 minutes. Donc ça sera, je pense, soit fin d'année 2019, soit début 2020. Et Paris-Dakar le plus vite possible. Mais là, c'est déjà au Grand Rex, le 26, là. 26 septembre. 26 septembre, ouais. Et ça, c'est ouf parce que je suis déjà allé au Grand Rex pour d'autres choses. C'est spectaculaire. Ouais. Et en fait, quand on me l'a proposé, et le mec qui me l'a proposé, qui est un mec exceptionnel, Jacques Benloulou, qui m'a regardé aux Étoiles du Sport, et il me dit mais ça te dérangerait de venir? Et je le regardais comme ça, mais il avait presque de la pudeur de me demander. Et j'étais hyper ému, quoi. Je dis... Bah ouais, carrément. Mais j'ai pas encore de film. Enfin, il va être monté, mais t'inquiète. Et en fait, il m'a validé le truc en me disant tu vas le faire. Voilà. Et il m'a regardé comme moi je me regarde, comme toi je te regarde. C'est-à-dire, elle va le faire. Il va le faire. Faut lui faire confiance, quoi. Ça, c'est hyper important. Et mon message serait ça. Faites-vous confiance, quoi. Le message serait ça. C'est faites-vous confiance dans la vie et allez au bout de vos rêves, quoi. Allez au bout de vos rêves, toujours. Lâchez rien, quoi. Lâchez rien dans la vie, parce qu'évidemment, c'est hyper beau de rêver, mais de réaliser, c'est encore plus beau, parce qu'après, vous allez être fiers de vous, et puis c'est beau, quoi. Après, ouais, vous allez être fiers, vos parents, ils vont être fiers de vous, et tout. Ouais, et puis ça donne un sens à la vie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est donner un sens à sa vie en étant une meilleure version de soi-même. Écoute, je pense qu'on peut terminer sur ces beaux mots qui sont des mots de la fin assez parfaits. Je te remercie 1000 fois. Je te souhaite une bonne route, un grand succès pour le 26. Merci. Et puis, je te dis à bientôt. Merci.